Bonjour Françoise, Bonjour Philippe. j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Ok, bon, je dois dire qu'on se connaît depuis quelques années pour être tout à fait franc, mais je voulais aujourd'hui faire avec toi un petit peu que tu puisses me parler de ton parcours, notamment en tant que thérapeute ou accompagnant psychologique, et que tu puisses me dire un petit peu par quoi tu es passé pour arriver jusqu'à ton métier, que tu vas pouvoir un petit peu nous exposer. Et puis, ce que je te propose, c'est de te poser quelques questions qui me viennent par rapport à ton parcours. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah écoute, oui, d'abord merci de me proposer cet échange. Là, ça me fait très plaisir aussi de te retrouver. Alors sur mon parcours, en fait, moi j'étais toujours un peu dans l'interrogation sur l'évolution et la conscience humaine. Donc j'ai commencé au départ par, je dirais, c'est un peu particulier comme je vais dire ça, mais j'ai un peu échoué en formation de sophro parce que je ne savais pas trop où j'allais en fait. Donc j'ai commencé par faire une formation de sophrologie que j'ai trouvée passionnante, intéressante, dans plein de domaines. Et en même temps, pour moi, dans ma quête et ma recherche et mon interrogation, je me suis retrouvée à un moment un peu limitée sur tout cet aspect psychologique, euh, des psychosomatiques, de la façon dont fonctionne un peu chaque personne. Donc j'ai basculé sur une formation de PNL pour enrichir déjà le décodage du langage, la façon dont les gens fonctionnent, pensent, vivent, vibrent et aussi souffrent malheureusement. Et puis de là, ben, il me manquait encore quelque chose. Donc je me suis tournée vers l'hypnose. L'hypnose, pourquoi? Parce que c'est tout un monde onirique que j'adore. C'est ce qui me correspond un peu, cet état un peu de rêve et d'imaginaire que j'aime beaucoup. Et puis dans l'hypnose, il y a un côté un peu magique et un côté un peu tout est possible. Parce qu'on n'est pas contraint et enfermé dans plusieurs choses. Bon, je pense qu'on peut-être on développe ensemble après. Oui. Et puis à la suite de ça, il y avait encore quelque chose de l'ordre du traumatisme profond qui, pour l'hypnose, pouvait donner des pistes, mais qui n'était pas toujours suffisant dans la désensibilisation ou la reprogrammation. Donc, du coup, ben, j'ai fait ma formation en INES. Donc, INES, c'est intégration neuro-émotionnelle par stimuli sensoriel. Et dans cette méthode-là, qui est en fait un couplage un peu de PNL et puis de MDR, il y a quelque chose de très complet sur le fait de pouvoir désensibiliser et reprogrammer un traumatisme pour qu'il devienne un apprentissage. Puisque, bon, dans l'idéal, évidemment, on aimerait bien pouvoir effacer le cerveau, mais enfin, bon, c'est pas dans nos compétences. Donc, c'est plus pouvoir dire que bah, chaque épreuve qui nous arrive est aussi un moyen que ça devienne un apprentissage. Donc, à l'issue de tout ça, j'ai pratiqué pendant un certain temps et puis ça m'a aussi intéressée d'être dans la transmission. Donc, après, j'ai poussé la formation jusqu'à être formatrice en hypnose et en INES. Et aujourd'hui, donc, j'ai un cabinet depuis à peu près un peu plus d'une quinzaine d'années. D'accord. Oui, j'avais une question déjà, si je remonte un peu le temps là, pour savoir, est-ce que tu as eu avant un emploi salarié dans une entreprise, par exemple, ou je sais pas, et puis comment tu as débarqué finalement dans cet environnement, on pourrait dire thérapeutique au sens large. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu un emploi salarié du coup? Oui, oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai commencé dans une forme d'accompagnement, si on peut dire, parce que j'étais dans la thalasso au départ. D'accord. Et dans une thalasso pendant plusieurs années. Après, bon, j'ai fait en fait, j'ai eu toute une quête, je pense, de pouvoir me trouver. Puis, bon, j'ai vécu quelque chose dans ma vie qui a fait qu'il a fallu que je donne du sens à tout ça pour pouvoir avancer. Je pense qu'en tant que thérapeute, souvent, enfin, il y a deux histoires, soit pour la majorité, hein, soit effectivement il nous est arrivé quelque chose, soit ben, on suit un peu la lignée de nos parents. Donc, je pense que dans 70% des cas, c'est beaucoup de personnes à qui il est arrivé des choses et à un moment, il a fallu ben, trouver du sens pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Et le côté positif de toutes ces épreuves, c'est que ça permet aussi de mieux comprendre, de mieux, je pense, être accessible à ce qu'on peut écouter, en fait. Mhm. Mais ce sont des métiers qui sont tournés vers l'autre, hein, puisqu'on est dans l'accompagnement.
Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que des personnes s'orientent sur des métiers qui sont tournés vers l'autre par rapport à d'autres personnes qui c'est pas du tout leur préoccupation? Tu penses que, en clair, que il faut avoir eu des problèmes dans sa vie pour pouvoir après rebondir et aider les autres? On est plus sensible à ça, à l'aide vers les autres, ou ça n'a pas de rapport à ton avis? Alors, j'irai pas jusqu'à il faut, parce que ça serait quand même Oui. un peu dur pour chacun d'entre nous en disant bon bah voilà, si t'as pas vécu ça, tu peux pas. Non, j'irai pas jusque là. Je pense qu'à un moment, ça peut apporter un certain regard un peu différent. Euh, Mhm. Après, c'est vrai qu'à un moment, je pense qu'il y a une espèce, quand on vit des choses de très dures, il y a une espèce de quête de sens pour nous aider. Et souvent, et j'ai pas honte de le dire du tout, au départ, j'ai fait ce métier-là sans être dans cette conscience-là, mais je pense qu'au départ, il y avait deux choses qui s'exprimaient vraiment, qui étaient l'envie de donner du sens à ma vie. Et puis, ce que je quête beaucoup, enfin, ce que je guette beaucoup aujourd'hui chez les gens que je reçois, c'est le fameux syndrome du sauveteur, que j'ai Mhm. pu avoir aussi pendant quelques temps, où me Ouais. demander, voilà, est-ce que je peux, en fait, derrière ça, c'est vouloir aussi sauver soi, je pense, il y a quelque chose de cette nature-là. Puis bon, à un moment, à force de travailler sur soi, puisque c'est un métier qui exige ça et que je trouve à mon avis, une discipline indispensable, c'est travailler beaucoup sur soi pour être le plus neutre possible, la fameuse neutralité bienveillante. Permettre petit à petit, justement, dans cette neutralité, de pouvoir voir ce qui se joue chez soi et de comprendre ça, puis pouvoir le dénouer. C'est pour ça qu'il y a des gens, en fait, qui au bout d'un moment, quand ils prennent conscience de ça, ne continuent pas sur ce chemin-là parce qu'entre guillemets, ils se sont guéris Ouais. et ils n'ont plus besoin. Et puis d'autres, ben, c'est un peu comme une passion, quoi. On le voit aussi chez tous les soignants, on le voit aussi chez certains Ouais. médecins qui ont fait ce métier-là, soit suite à une maladie grave dans leurs proches ou une incapacité de pouvoir aider quelqu'un, et puis qui ont pris cette décision-là. Puis au bout d'un moment, ben, ils voient que c'est pas forcément ce qui les intéresse le plus, mais ils ont fait ce cheminement aussi pour eux. Et je trouve ça quelque part intéressant. Est-ce qu'il y a un risque, à ton avis, que ces personnes donc, qui sont, par exemple thérapeutes ou même médecins ou soignants, puissent rencontrer des histoires de vie en face d'eux qui font écho à leur propre histoire et qui les mettent en difficulté? Ça peut arriver ça? Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça que, bon, bah, justement, dans les formations, et pour obtenir la certification, moi, j'ai une exigence, c'est que les gens aient fait un parcours de soutien et d'aide psychologique suffisamment important pour qu'il n'y ait pas quelque chose. Après, même en l'ayant fait, pour moi, la vie, c'est un peu une école. Donc, quelque part, parfois, peut y avoir effectivement des choses qui font résonance, qu'on n'avait pas vues, qu'on avait occultées, qu'on Mmh. avait bien mis sous une pile de draps au fond de l'armoire, et puis qui peuvent remonter. Alors après, l'avantage quand on a un certain bagage, c'est qu'on le repère tout de suite, et puis on peut passer outre. Quand on est débutant, c'est toute la différence, je vais dire, entre le moyen et le métier. Mmh. C'est-à-dire que quand on a du métier, quelque part, on va savoir mettre ça de côté et pouvoir gérer. Quand on a juste un outil qu'on a appris et qu'on n'a pas tous cette capacité et cette connaissance et cette boîte à outils nécessaires, ça peut créer un certain danger pour le thérapeute comme pour le client, parce que à un moment, si le thérapeute se sent déstabilisé, le client ne va pas se sentir en sécurité et ça peut partir sur quelque chose d'assez complexe. C'est pour ça que la différence entre l'outil et le métier, c'est qu'il y a un métier derrière l'outil Mmh. qui est une posture, une connaissance vraiment profonde de l'interaction entre deux personnes et les conséquences que ça peut avoir, et cette fameuse posture de la neutralité bienveillante qu'il faut vraiment travailler, connaître et comprendre, et que faire un outil, c'est-à-dire faire des formations comme on propose beaucoup aujourd'hui, même parfois sur Internet, rapidement comme ça, bon, ça fait que sur le terrain, ça peut générer des complications si effectivement en face de soi, on a quelqu'un qui nous fait résonner une blessure interne. Tout à fait. Et à l'inverse, j'ai envie de te demander, est-ce que une routine peut s'installer? Tu dis que tu pratiques depuis 15 ans. Finalement, tu connais beaucoup de ressorts de ce métier-là. Les outils, tu les maîtrises parfaitement. Est-ce que tu penses qu'il est possible de tomber dans une forme de routine et qui ferait baisser la tension finalement que l'on peut porter à la personne que l'on accompagne en fait?
selon toi? Alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ça justement. Je trouve que c'est une excellente question parce qu'effectivement, comme n'importe quelle approche, on peut faire. Bon, après, sachant que chaque personne est unique, mais alors moi j'ai un truc à moi qui est un peu particulier, qui peut me faire passer pour quelqu'un d'instable, mais je change souvent de cabinet en fait. Mmh. Parce que les ancrages ne sont plus les mêmes, ou je change à l'intérieur même de mon cabinet la place pour varier les ancrages en permanence. Et vraiment être dans une posture où chaque personne, alors même la même personne revenant plusieurs fois, c'est une histoire différente à chaque fois puisqu'elle évolue, elle change. Donc chaque personne est unique et au sein de la même personne, chaque consultation est unique. Et c'est vrai que quand on reste vraiment dans cet objectif-là, il n'y a pas vraiment de routine puisque c'est un métier. Alors déjà, en plus, en ayant des outils différents, je ne sais jamais à l'avance ce que je vais utiliser, même si j'ai prévu voilà, sur ma feuille de dire, tiens, la prochaine fois, il faudrait faire une hypnose sur ça et ça. Je ne sais pas du tout si c'est ça qui va se produire puisque c'est comme une remise à zéro, une espèce de reset à chaque nouveau rendez-vous pour voir comment ça va se passer, qu'est-ce qu'amène la personne en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, elle amène son panier de courses ou est-ce qu'elle amène des vieux cartons ou est-ce qu'elle amène une souffrance qu'elle va venir Ouais. déposer ou qu'il faut enlever ou nettoyer. Enfin, symboliquement, c'est des approches complètement différentes. Et du coup, on entend souvent parler aussi dans les gens qui donc sont dans l'accompagnement de supervision, d'analyse de groupe pour la pratique professionnelle, etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu pratiques, enfin la supervision? Est-ce que tu es supervisé par exemple, ou peut-être même supervises-tu déjà des personnes puisque tu fais de la formation? Est-ce que ça c'est un élément important aussi pour pouvoir se recalibrer peut-être à un moment donné? Alors, je pense que donc, je suis bien sûr supervisée. Je pense que c'est indispensable. Et Hmm. je pense aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de gens oublient de le faire. Hmm. C'est dommage. Pourquoi? Parce que c'est pas à remettre, parce qu'il y en a qui pensent que bon voilà, ils ont l'expérience et le parcours nécessaire, ce qui est vrai. Mais c'est pas de cette nature-là en fait. La supervision, c'est aussi parfois de se dire voilà, ben là, j'ai du mal à me concentrer, ou là je m'ennuie, ou là j'ai un doute, ou là est-ce que j'ai bien fait, ou là, etc. C'est pas remettre sa pratique toujours. Enfin, c'est un peu l'idée, parce que je dirais que l'idée c'est que rien n'est acquis et pour moi on apprend toute sa vie. En même temps, c'est vrai que remettre, pour certaines personnes, c'est difficile de dire bon voilà, est-ce que ça veut dire qu'une supervision c'est parce que je doute de mes capacités? Non, ça n'a rien à voir. Hmm. C'est juste pouvoir quelque part déposer. Ben, on écrit des choses sur une feuille, on s'est trompé, on jette la feuille quoi. Donc là, c'est un peu pareil, c'est de se dire tiens là j'ai un doute ou là je comprends pas Hmm. pourquoi je fatigue beaucoup en ce moment. Donc, il peut y avoir une histoire de posture, peut y avoir une histoire d'approche, peut y avoir quelque chose qui se joue et se rejoue dans certaines séances et qu'on n'a pas vu. Et je pense que c'est un très bon soutien, quelque part comme un coach sportif ou qui va vérifier que même si on fait toujours le même mouvement, qu'à un moment, on ne soit pas passé, comme tu disais, dans une routine qui fait que le mouvement n'est plus tout à fait aussi bien mis à sa place et aussi précis, avec le risque de se blesser, en fait. Ouais. Il y a l'idée derrière peut-être aussi de prise de recul par rapport à notre pratique, etc. et se regarder en train de pratiquer. Finalement, c'est peut-être ça que peut renvoyer quelqu'un qui fait de la supervision. Et la question qui me vient, c'est est-ce qu'il faut, par exemple, toujours garder le même superviseur? Est-ce que tu conseilles plutôt de changer pour avoir d'autres regards? Comment pour toi ça peut fonctionner le mieux possible? Alors, je pense que c'est un peu inhérent à chacun. Le Mm. risque d'avoir toujours le même parfois, c'est un peu comme toujours le même médecin, je dirais. C'est parfois basculer dans une forme de sympathie et d'avoir toujours cette vigilance. La sympathie, c'est très agréable, Mhm. Bien sûr. mais en même temps, ça fait que la vigilance n'est plus la même. Donc, c'est vrai que c'est avoir toujours ce cadre bien formel de dire voilà, là, on prend des nouvelles l'un de l'autre, on partage, c'est Mm. sympa. Et là, à partir de ce moment-là, on pose le cadre, on passe chacun, voilà, l'autre redevient un superviseur, je redeviens supervisé et Mm. que ça soit bien calé. Donc, ça, c'est une rigueur à installer, une vigilance à avoir.
Et après, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des regards différents. Par contre, ce qui est compliqué, c'est quand on a un superviseur qui ne connaît pas l'outil qu'on utilise. Parce que ça Ah oui. peut effectivement essayer de faire rentrer le praticien dans une pratique, je dirais, et un regard qui n'est pas tout à fait le même. Si on fait de l'hypnose ou si on fait, j'en sais rien, de la Gestalt ou autre chose, on n'a pas forcément tout à fait la même approche, qui est normale, puisqu'elle est aussi, c'est quand même une dynamique évolutive en lien avec un outil précis. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est pas forcément évident si la personne est très, comment dirais-je, imprégnée de sa pratique, d'avoir un regard suffisamment pointu sur un praticien d'une pratique différente. Est-ce que ça peut s'exercer en groupe, du coup, comme on retrouve ça beaucoup dans le milieu social, hein, par exemple, les travailleurs sociaux se retrouvent dans des groupes d'analyse de la pratique, ce qui leur permet d'échanger avec un superviseur, du coup, ou un coach, je ne sais pas exactement, ou psychologue parfois. Et l'idée là, est-ce que ces métiers-là aussi peuvent aussi se faire donc en groupe, c'est-à-dire entre pairs finalement, pour pouvoir aussi aborder un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce métier-là, ou échanger de la pratique, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah ben, je pense que c'est d'une richesse extraordinaire parce que justement là, peut y avoir des gens, je dirais, de courants différents. Et on peut apporter un cas un peu délicat que vit une personne qu'on n'a pas forcément su décoder complètement, ou on peut avoir un doute ou savoir si on aurait pu faire autrement. Et je trouve ça, oui, d'une très très grande richesse et passionnant. Et puis en D'accord. même temps, c'est des métiers où c'est pas toujours léger. Mm. Donc c'est bien aussi d'avoir un endroit où on peut déposer, que ce soit une supervision, mais que ce soit aussi un groupe de pairs, où quelque part, ben, d'un seul coup, il y a de la bienveillance, il y a du soutien. Mm. C'est pour ça que parfois, avoir un cabinet à plusieurs, ça peut être intéressant aussi, parce que c'est un métier quand même de solitude. On reçoit des gens un par un, on ne va pas aller plus loin dans la relation, enfin, par rapport à ma vision de la chose. Donc, ça veut dire que c'est quand même un métier de solitude. Et c'est vrai qu'avoir un groupe de pairs ou avoir des affinités qui permettent, ben, ne serait-ce que, ben, voilà, en se croisant, dire, ben voilà, là, si tu as 5 minutes, je veux bien qu'on prenne un café, qu'on Mm. discute de ça parce que c'était un peu compliqué. Ça peut être assez intéressant et soutenant pour ça. Ce sont donc des pairs pour avoir des repères, en fait. On pourrait dire ça comme ça. Et par rapport à la formation, alors, parce que, par exemple, toi, là, tu dis, tu as fait pas mal de formations, donc ça fait 15 ans que tu es installé. Est-ce que tu préconises aussi de se spécialiser, par exemple, dans tel ou tel domaine de l'hypnose, par exemple, pour ce qui te concerne? Ou est-ce qu'il faut, à ton avis, ou est-ce que c'est possible de continuer sans forcément se former? Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Alors, je reste persuadée que l'humain évolue en permanence, la conscience évolue en permanence. Et le lien à notre conscience évolue en permanence. Donc, le travail personnel est indispensable pour justement nous continuer à évoluer. Et la thérapie évolue beaucoup. On est entre l'évolution de la psychanalyse, de la psychothérapie et de la thérapie brève. Il y a déjà eu une évolution qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que l'homme évolue tellement vite que savoir pourquoi il fait ça a déjà beaucoup moins d'importance que comment il peut faire. Hmm. Et on commence à approcher le fait de dire, en même temps, peut-être qu'on peut considérer que finalement, il n'a plus de problème, mais c'est que sa connexion à autre chose, qui est lui-même, doit être beaucoup plus affinée, beaucoup plus précise, et que dans ces cas-là, c'est quoi le problème? Mhm. Donc, c'est vraiment une évolution permanente, mais qui demande aussi d'avoir pour soi une posture et une conscience en pleine évolution permanente. Ok. Et tu sais, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, tu en as certainement entendu parler, de transhumanisme, c'est-à-dire de l'homme augmenté. À ton avis, qu'est-ce que ça peut générer, ça, comme risque, ou peut-être même dans l'autre sens, comme bénéfice, je ne sais pas, par rapport
justement à cette montée de conscience humaine, on pourrait dire ça comme ça, hein, c'est-à-dire que l'homme est de plus en plus conscient peut-être de ce qui se passe pour lui, s'affine, comme tu viens de le dire un petit peu. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce qui arrive là, cette intelligence artificielle qui est peut-être capable de nous dépasser finalement? Comment tu perçois ça? Alors honnêtement, je ne suis pas très pointue dans le domaine. D'abord, ce n'est pas un outil que j'utilise. Bon, pour être claire et nette, je suis extrêmement nulle en informatique. Je suis très basique. Après, dans l'évolution de l'être humain, il y a toujours eu les deux pans, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu l'éveil des consciences et puis parallèlement des quêtes d'absolu par rapport à des outils. Alors, j'aime à croire, notamment, je fais référence à la vie des maîtres de Spalding. Je pense que dedans, en fait, c'est intéressant de découvrir que l'homme n'a pas besoin d'intelligence artificielle ou de quoi que ce soit pour avoir des pouvoirs extraordinaires. Ça demande juste, effectivement, tout un parcours spirituel extrêmement spécifique et particulier, ça c'est sûr, et qu'on n'y arrivera pas tous, bien sûr. Mais en même temps, j'aime à croire que et dans ces cas-là, il y a quelque chose. Alors après, où va nous emmener l'intelligence artificielle, ça j'en sais rien. Qu'est-ce que ça va apporter vraiment et comment les gens l'utilisent, je ne sais pas non plus, parce que je te dis, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Donc, je voudrais pas je voudrais donner un avis qui serait un peu comme ça, superficiel, pour répondre à ta question. Et je trouverais que ce ne serait pas juste de piloguer là-dessus, parce que je ne suis pas assez pointue pour le dire. Bah, c'est OK, il n'y a pas de souci. Après, je me demande justement, est-ce que tu reçois par exemple des personnes qui viennent pour apprendre à déconnecter? Tu sais, on est tout le temps sur les smartphones, enfin beaucoup de personnes sont toute la journée sur les smartphones, consomment finalement bah, des vidéos un peu addictives, on pourrait dire ça comme ça, sur TikTok, etc. Est-ce que toi, tu as un public qui vient te demander de l'aide par rapport à ces outils-là, apprendre à mieux gérer le rapport à ces outils? Ou pas du tout? Alors pour l'instant, pas beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens viennent plus encore avec… bon, moi j'ai fait quand même une spécialité dans les traumatismes, donc j'ai beaucoup de gens de ce profil-là. Ou alors justement dans cette quête d'évolution, de se retrouver soi, dans une dynamique d'évolution spirituelle. Par contre, je peux l'avoir chez les jeunes, mais ça vient pas d'eux la demande. Ça vient vraiment. Donc ça, c'est très complexe parce qu'effectivement, aujourd'hui, bon, moi, ma préoccupation, c'est de voir cette jeunesse qui passe des heures et des heures coupée du monde. Et alors, évidemment, l'évolution du monde est en permanence, bien sûr. Sauf que ce que je remarque, c'est que ça fait des enfants et des jeunes qui sont parfois en difficulté par rapport à la relation sociale, en difficulté par rapport à la confiance en eux, parce qu'ils n'ont que ce personnage qui vont travailler quand ils sont au sein de leur activité, je dirais, sur le net, et que quand ils se retrouvent seuls dans une conversation, c'est déjà plus compliqué, et que parfois ils s'enferment là-dedans, qui peuvent vivre de véritables souffrances si on les punit, ou si on les… comment dirais-je, on les éloigne un peu, on leur prive de leurs écrans pendant un certain temps, et ça crée de réelles souffrances parce que souvent, du coup, on apparente ça à des caprices, mais comme ça a été tout leur univers, si on leur en parle, ça crée de réelles souffrances, donc c'est la difficulté. La deuxième chose que je trouve très dangereuse, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants jeunes qui jouent à des jeux qui ne sont pas de leur âge. Et ça crée vraiment des dégâts au niveau de leur équilibre émotionnel et psychologique. Et bon, j'ai rencontré une ou deux fois quand même des enfants. C'est devenu je dirais des profils d'enfants quasiment absents. Il n'y a pas de regard, il n'y a rien. C'est comme si c'était vide derrière, comme s'ils étaient perdus, quoi. Ils s'étaient perdus, ils sont plus là, et c'est compliqué ça. C'est vrai que c'est un réel problème. Bon, et puis après, bon, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais je m'intéresse quand même un peu à ça, à toute l'évolution de la pollution électromagnétique. Qu'est-ce que ça va donner sur l'évolution du cerveau? Bon, il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas, ou mal. On peut aussi se poser la question si c'est en lien avec cette pollution ou pas, parce que bon, peut y avoir effectivement des stress, des angoisses, etc. Mais quand tout ça est réglé, que les gens font de la méditation, des choses comme ça, et qu'ils ne dorment toujours pas, qu'est-ce qui se passe, quoi?
Avec peut-être aussi une forme de déconnexion avec le naturel, avec la nature, avec l'environnement direct. En fait, on est tous connectés et en même temps, on se déconnecte, peut-être pour certains, et peut-être plus pour les jeunes, je ne sais pas, avec l'environnement, en fait, avec la nature finalement. Et Oui, puis ça contribue, ça leur invente une vie qui n'est pas la réalité, quoi. c'est ça. Donc, les réseaux sociaux, et puis les réseaux sociaux, c'est alors par contre, on a parlé de ça tout à l'heure, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est aussi une richesse que c'est complexe et compliqué et parfois destructeur. Parce que bon, la montée des jugements sur les réseaux sociaux, sur les exclusions, sur comment dirais-je, les harcèlements sont décuplés. Le harcèlement a toujours existé, hein, dans les écoles, etc., mais de façon beaucoup moins importante que ça n'est maintenant. Parce que les réseaux font comme une espèce de toile d'araignée qui font que quelqu'un peut être, je dirais, véritablement agressé par des moqueries de façon exponentielle par rapport au nombre de gens qui vont lire ça ou qui vont. Donc il y a des notions, il y a des valeurs qui ont besoin d'être rappelées, comme les valeurs de respect, les valeurs de s'aimer soi-même tel que l'on est, sans avoir besoin de poster un moment précis. Parce qu'après, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens me disent, ben oui, mais regardez, toutes les photos que je vois, moi, les gens, ils sont heureux, moi, je suis pas heureux. Je dis, oui, mais ça n'est qu'une photo prise à un moment donné. 1 heure avant, 1 heure après, ces gens-là, peut-être qu'ils sont en train de pleurer chez eux, la porte fermée, ou qui sont désespérés. Vous n'en savez rien, en fait. Et Oui, ça, avec tous les dégâts qui peuvent y avoir après pour, par exemple, des influenceurs ou des influenceuses, ce qu'on appelle des influenceuses sur les réseaux sociaux, et puis effectivement, qui vivent des situations parfois dramatiques par le harcèlement, par d'autres types effectivement, de comportements. Euh, pour aller sur une note un peu plus optimiste, positive, on va dire, comment tu vois, et pour revenir à toi, comment tu vois ton avenir dans les années qui viennent? Sur quoi tu as envie d'avancer peut-être? Est-ce que tu as des sujets que tu aimerais explorer ou je ne sais pas ce que tu peux en dire? alors j'ai vraiment là, je suis dans une période un peu charnière, je crois, où j'ai vraiment envie de faire évoluer ma pratique d'une façon vraiment plus dans cette quête de revenir à la vérité, ce qu'on appelle la vérité, hein, au niveau du fameux soi, ou d'autres l'appellent je suis, ou ces choses de cette approche-là. Donc savoir enfin comment je peux véritablement pouvoir petit à petit le proposer, l'introduire dans mon approche, dans mes séances. Alors, plus j'y pense et plus j'ai des gens qui sont dans cette quête-là, comme par hasard. Donc, tout est fait pour. C'est vraiment le cadeau de l'univers par rapport à tout ça. Et c'est vrai que, voilà, c'est là, pour l'instant, c'est un peu, je dirais, en ébauche. Mais d'être de plus en plus dans cette connexion-là, dans ce souhait-là de pouvoir vraiment parce que j'aime vraiment l'hypnose aussi dans toute sa dimension. Je trouve que l'hypnose, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement bienveillant. Pourquoi? Parce que on peut traiter des sujets extrêmement lourds sans que la personne en souffre comme dans du conversationnel où elle est obligée de tout raconter son histoire. On peut avoir une approche beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus douce, tout en ayant une efficacité. Et c'est pour ça que cet outil, j'ai beaucoup de respect pour lui et pour Milton Erickson, entre autres, qui a permis vraiment de nous permettre d'accompagner les gens avec une bienveillance et plus de légèreté que dans du conversationnel classique, parfois, en tout cas. Et donc, j'aimerais pouvoir voir comment je vais pouvoir mélanger tout ça et faire quelque chose qui soit accessible, confortable et vraiment dans cette aspiration profonde. Et donc, tu veux l'intégrer dans tes accompagnements individuels? Est-ce que tu envisages d'autres formes, comme la formation, on en a parlé. Parfois, je sais que tu organises aussi des ateliers. Est-ce que ça aussi, tu veux l'intégrer dans ces domaines-là ou pas du tout? Ou c'est juste Si. individuel? Si, Non, aussi? complètement. D'accord. Complètement. C'est en fait ce qu'on appelle, par rapport à voilà, les approches que j'ai pu avoir, hein, qui sont
de courants différents. Et ce que je peux vivre aujourd'hui, c'est que c'est un véritable apaisement et une véritable paix intérieure, vraiment. Donc, indépendamment de ce qui peut se passer autour, en fait. Alors, c'est toute la subtilité entre le bien-être et la liberté. C'est-à-dire que beaucoup de gens font beaucoup de pratiques pour être dans le bien-être, donc alimentaire, des pratiques yogiques ou relaxation, méditative, etc. Et puis, il y a quelque chose qui s'installe. Il y a effectivement une forme de bien-être qui s'installe. La seule chose, c'est que c'est des outils qui vont un peu aider s'il y a un clash ou un problème dans leur vie, mais ce n'est pas quelque chose qui va leur permettre d'avoir le détachement nécessaire pour juste être dans l'observation. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la fameuse liberté, parce que cette liberté, c'est vraiment un moment de comprendre ce qui se joue véritablement dans tout ça. C'est-à-dire que, on est là avec nos différents costumes, mais rien n'est dans la vérité dans tout ça. Donc, et on a assez d'une vie pour se libérer. Pour certains, c'est instantané, pour d'autres, un peu plus long. De là où on est, de notre, je pense, de notre disponibilité, de notre. Puis je ne suis pas sûre que tout nous appartient dans tout ça. Donc il y a une partie, il y a des gens qui peuvent vivre un éveil instantané en étant en train de faire la vaisselle. D'autres vont passer une vie méditative et ne pas forcément aller jusque-là. Après, il y a des paliers différents, si on peut dire. Ça voudrait dire que sans éveil, on ne peut pas être libre? Si. Alors, à un moment, l'éveil, c'est quoi? Voilà, c'est ça. L'éveil, c'est quoi? C'est quand on arrive. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'approches sont par rapport à l'ego, il faut dissoudre l'ego, etc., etc. Mais derrière l'ego, il faut comprendre qu'il y a aussi des identifications. Les identifications, c'est l'identification au professionnel, l'identification à la mère, l'identification à l'ami, à la sœur, à ce qu'on veut. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut mettre comme identification dans sa vie. Et l'éveil, c'est quand on peut dissoudre toutes les identifications. Donc, il y a effectivement l'étape d'avant qui est les identités sont encore là, mais on n'est pas dupe. Et là, déjà, effectivement, il y a cette liberté qui arrive. Et l'éveil complet, je ne sais pas, effectivement, si tout le monde, sur le principe, tout le monde peut y arriver, bien entendu. Il y avait un moine bouddhiste qui disait si tout le temps que les Occidentaux passaient à se distraire justement sur les réseaux et à faire des choses qui n'ont pas d'intérêt, il les passait en méditation, on serait tous éveillés. Ah oui, intéressant. Bien, on arrive au terme de cet entretien. Est-ce que tu peux nous indiquer comment on peut te retrouver? Enfin, quelqu'un qui veut faire un atelier, qui veut en savoir un peu plus, comment il s'adresse à toi en fait? Alors, moi, on peut me retrouver donc soit sur mon site qui s'appelle PsyFL, et sinon sur Médoucine, où là, il y a plusieurs détails. Et puis, je pense que grâce à toi, le site évoluera pour donner un peu plus de détails sur ce que je peux proposer. Et puis sinon, m'appeler en direct avec directement mon portable en me laissant soit un message, soit m'envoyant un mail pour donner un petit peu pour me poser des questions ou éventuellement. Donc, il y a deux approches. Donc, je suis en Charente-Maritime, soit effectivement venir en présentiel, soit un travail en distanciel. Je reste fidèle au présentiel dans la mesure du possible parce que j'aime ça et que je trouve que c'est une dimension qui est encore importante dans cette vie-là. Oui. Après, il y a des gens pour qui c'est pas possible, donc je respecte aussi complètement. Bon, on mettra les coordonnées sur cette vidéo et c'est vrai que tu es dans une très très belle région, au bord de mer. Donc on ne peut qu'inviter les gens qui te suivent à participer effectivement en présentiel. Françoise, je te remercie pour cet entretien et je te dis à très bientôt pour un autre podcast. On abordera d'autres sujets, peut-être qu'on zoomera sur l'hypnose, j'ai plein de questions à te poser par rapport à ta pratique, par rapport à tout ça et
de façon à bien comprendre comment ça se passe pour les personnes qui auront la chance de nous écouter et de nous regarder. Je te remercie et je te souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup à toi, merci et puis très bon week-end à toi. À bientôt.